Personne trop parle de ça dans l'entrepreneuriat, mais il y a une part de chance. Alors tu imagines toutes les erreurs qu'on peut faire, on les a faites. On était des jeunes de 22, 24 ans et on faisait au bout d'une année 100 millions d'euros de volume d'affaires. C'est la femme du consultant principal qui s'occupait du projet, qui au milieu de la nuit s'est dit non mais en fait ton projet tu dois l'appeler Le Bon Coin, tu vois, enfin à quoi ça tient. Je pense qu'on avait besoin d'un second souffle et partir à l'international. On était mais chaud comme une baraque à frites là et paf, tu peux pas. En fait, sans cette personne-là, notre boîte serait restée une petite PME de rien du tout en fait. Tu penses que c'est plus simple d'entreprendre aujourd'hui qu'à l'époque où tu t'es lancé ? Alors, aujourd'hui, on accueille Vincent Bobin. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il est passé par plein d'entreprises bien connues. Il va nous raconter tout ça. Il va nous partager ses expériences et puis quelques pépites sur notamment Le Bon Coin et Attractive World. On espère que cet épisode-là, il va vous plaire. Il y a plein de choses à apprendre. J'espère que ça en inspirera certains. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bonne écoute. Vincent, salut. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Très content pareil. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu ? Oui, alors Vincent, père de 2 enfants. Non, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, avec deux expériences majeures, Attractive World et puis après Shaper, où j'étais cofondateur des 2 aventures. Et avant un cursus qui est toujours dans, comment dire, si c'est pas dans la création de projets, c'est participer à des projets hyper jeunes. J'étais le premier employé de la joint venture entre Voyages SNCF et Expedia. Donc la façon dont Expedia s'est lancé en France, c'est comme ça que j'ai commencé à... C'est comme ça que ça a été quasiment mon premier job. J'ai participé au lancement du Bon Coin, j'ai participé à la création de l'équipe de Logikimo.com. Ça, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'était une équipe qui était inexistante sur la partie marketing. Donc même avant d'être entrepreneur, j'ai toujours bien aimé, moi, ce qui est créer, tu pars de rien et t'essayes de faire grossir le rien d'abord et puis sur quelque chose, enfin voilà, le go-to-market, le scaling, etc. Voilà, ça c'est mon profil, c'est ce que j'aime bien faire. Super. Et en fait, tout ça vient d'où ? Rien me prédestinait trop à ça. Moi, je suis d'une famille de profs. Il y a des profs dans ma famille. Les réunions de famille, c'était dis donc, les élèves sont encore plus nuls que l'année dernière. C'était ça en permanence. Et en fait, je pense qu'il y a, et moi et mon frère, on a pris des cursus qui n'avaient strictement rien à voir. Et je pense qu'au fond du fond, j'ai toujours aimé faire, tu vois, enfin j'ai fabriqué, je sais pas moi, tu me vois à la plage avec mes enfants, je suis le débile qui fait les châteaux de sable à la place des enfants, quoi, tu vois, voilà. Donc ça c'est mon truc, c'est fabriquer de rien, je te dis, faire grossir. Donc j'ai toujours eu ça en moi et une grosse envie de liberté, tu vois. À 17 ans, j'étais déjà plus trop chez moi. Okay. Assez vite, voilà. Non, mais j'ai fait des études un petit peu à l'extérieur de chez moi, donc j'ai eu une envie de liberté et je pense que l'entrepreneuriat, ça se colle plutôt bien à ça. Il se trouve que j'ai fait le cursus classique des classes préparatoires, etc. dans une petite classe prépa à Blois. Et en fait, j'ai fini à l'ESCP. Et alors, ça c'est les années 2000. Alors, c'est vraiment les années où soit t'allais en audit, soit t'allais en consulting, soit t'allais... moi, j'étais plutôt major market, donc on m'attendait plutôt chez Nestlé, L'Oréal, voilà. Je ne m'imaginais pas du tout chef de produit de n'importe quoi dans un rayon. Et je suis assez vite allé sur la tech. J'étais allé faire un stage chez IBM. Et déjà, ne serait-ce que ça, j'étais vraiment pas dans la norme. Hein, ne serait-ce que, mais c'est IBM, hein, c'était pas dans la start-up. Hein, mais déjà, faire un truc dans la tech, déjà, j'étais pas dans la norme de ce qui se faisait à ce moment-là, quoi. Voilà. C'était une époque très, très normée, on va dire. Et tu passais déjà par des assos étudiants d'entrepreneurs, des juniors entreprises, des choses comme ça, ou ça t'est venu un peu plus tard ? Alors ça n'existait même pas. Ok. Ça n'existait même pas. Moi, j'ai voulu faire la majeure entrepreneur en 3e année. Il se trouvait qu'à ce moment-là, j'avais pas de projet précis, mais j'avais vraiment envie de faire la majeure entrepreneur. On m'a dit, non, t'as pas de projet, tu rentres pas, quoi. Et en fait, à l'époque, tu avais la majeure entrepreneur, c'était une dizaine de personnes qui avaient des projets, un point c'est tout. Et on ne parlait pas d'entrepreneuriat. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles.
Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. C'est pile poil quand je sors de l'école, c'est 2000. Alors c'est la bulle Internet, mais la bulle va exploser. Mais c'est quand même la grosse époque Internet. Voilà, il y avait une émulation incroyable à cette époque voilà, il y a plein de nouveaux sites, de nouveaux services qui se créent. Et en fait, la toute première boîte dans laquelle j'ai bossé en sortant d'école, les gens chez qui j'ai fait mon stage et j'ai continué, c'était une boîte qui s'appelait Ski Horizon et on refaisait les séjours au ski dans les Alpes. Alors tu imagines toutes les erreurs qu'on peut faire, on les a faites. Donc il y avait un process d'inscription en 9 étapes alors qu'à l'époque il n'y avait même pas d'ADSL. Donc les gens mettaient des plombs à passer d'une étape à l'autre, c'était l'enfer sur Terre. Il fallait absolument couvrir la totalité des Alpes. Donc on avait des commerciaux qui circulaient dans toutes les Alpes. Alors qu'à la fin, tout le monde cherchait à acheter les menhirs pour pas cher. Hein, tu vois, la loi du 80-20 avait complètement été oubliée. Enfin bref, toutes les erreurs que tu veux, mais parce que à l'époque, on te disait très fortement aussi, voilà, on oubliait toutes ces règles-là. Hein, il faut grossir, un petit peu comme l'autre bulle qu'on a eu après. Hein, c'était vraiment cette bulle où il fallait être très très gros et tout allait changer très très vite. Sauf que le changement s'est fait quand même un petit peu plus doucement. Les gens sont passés au e-commerce, ont pris plus de temps que prévu à passer au e-commerce. Et comme d'habitude, les marchés exagèrent, vont trop fort. Et puis après, quand ça a été la sanction a été trop forte aussi dans l'autre sens. Mais bon, loin d'être dégoûté de tout l'univers tech, moi je suis resté alors que tout le monde. Enfin, c'était marrant parce qu'on était quand même à un moment où les gens disaient moi, Internet, ça marchera jamais, quoi. Internet, quoi. Déjà dire ce mot-là, on a l'impression d'être vieux, quoi. Internet. Non, mais c'est voilà. Donc j'ai eu tout de suite cet attrait pour cet univers plus digital. Et je te dis, l'entrepreneuriat, c'est aller bosser dans des petites boîtes, ça c'est sûr, parce que envie d'avoir un impact, envie que quand tu fais quelque chose, t'es pas, surtout quand t'es jeune, t'es pas le gars qui fait des trucs insignifiants. Non, on te donne des responsabilités. Et moi, c'est comme ça qu'après j'ai commencé chez Expedia, quand Expedia est arrivé en France. Et là, si tu veux, chez Expedia, je trouvais ça fou parce qu'il y avait les deux boss. J'étais avec eux, on était dans les mêmes bureaux, on n'était qu'une équipe de 6-7 personnes. C'était tellement. Enfin, moi, je faisais du 8h, 22h, j'étais hyper engagé. Je trouvais que j'avais une vraie chance de bosser avec des gens comme ça, quoi, tu vois. Et là, on était en plus à la pointe de la tech et à la pointe du marketing aussi, parce que mine de rien, on était en partenariat avec Voyage SNCF, donc ça te donne une puissance de dingue. Et moi, je me souviens, on était l'équipe, il l'avait constitué beaucoup avec des juniors. On était des jeunes de 22, 24 ans. Et on faisait au bout d'une année 100 millions d'euros de volume d'affaires. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Vous étiez combien de personnes à ce moment-là, à peu près ? À ce moment-là, écoute, dans l'équipe d'Expedia, parce qu'après il y a eu Expedia donc, et Voyage SNCF, donc ça a été une joint venture, joint venture entre des gens qui venaient d'une spin-off de Microsoft et des gens qui étaient des cheminots. Donc on peut dire qu'il y avait des cultures d'entreprise peu différentes. Il y avait de la friction. On était, je dirais, une quinzaine de personnes. Puis après, ça a très très vite grossi. Voilà, j'ai expérimenté une boîte où tu avais un intuitu personnel très très fort et où tout d'un coup, tu as plein de niveaux hiérarchiques qui se mettent entre toi et la direction. À tel point qu'à un moment, je me souviens, on a changé de locaux et tu avais la direction qui était tout en haut et après les autres étages. Enfin, tu vois, il y avait un truc très symbolique qui était. Et je dois avouer que ça m'avait un peu. C'est un truc où c'était plus mon rêve. Tu te rapprochais de ce que tu avais cherché à éviter auparavant. Exactement. En fait. Ça me revenait dessus. Ça me revenait, la grosse structure, avec des gens qui refaisaient de la politique. Du process. Alors que, non, il y a un problème. Tout de suite, on cherche 1, 2, 3 solutions. On demande l'aval de ton manager, mais avec 2, 3 solutions, il y a un problème, on fait ça, ça ou ça. Mais non, on ne va pas faire 36 000 réunions, etc. Enfin, voilà. Et on était je trouvais, en tout cas, on repartait sur quelque chose qui était plus long, lent, et qui
qui aussi, quand une boîte grossit, il faut aussi des process, tu vois, mais qui, moi, en tout cas, à ce moment-là, me correspondaient moins. D'accord. Et donc, j'avais plus envie de retourner sur des petites structures et Alors, d'aller En parlant me de battre. petite structure, c'est Ouais. suite à ça, du coup, que tu as basculé chez Le Bon Coin? Non, je suis parti en Asie pendant quelques mois avec Ok. celle qui est ma femme aujourd'hui. Ça, c'est un truc incroyable. Tu pars en backpack pendant 6 mois. On a découvert la Chine qui venait de s'ouvrir à l'OMS. Enfin, une expérience vraiment folle. Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai réactivé le réseau, tu vois, comme Expedia, moi, tu vois, le job, je l'avais trouvé par le réseau aussi. Là, j'ai réactivé le réseau sur Le Bon Coin. Et en fait, on m'a dit, voilà, il y a une mission pour un site de petites annonces, Mhm. dont on connaît pas le nom, hein. Mais voilà, il y a... Le nom n'était pas encore trouvé. Non, parce qu'en fait, Le Bon Coin, c'est Blocket. Ça s'appelle blocket.se, c'est un site suédois. Ok. Et en fait, il localisait le site en France. Et en fait, la personne qui devait gérer le Blocket français était coincée dans sa période de préavis. En fait. Donc, ils ont dit, D'accord. OK, on a besoin d'un freelance parce qu'il y a plein de petites tâches. Fallait en fait, il y avait le nom à définir, il fallait rebosser, on m'avait demandé de repasser aussi sur le business plan, et puis il y avait toute l'organisation en fait du lancement. En fait, tu veux, c'est une marketplace, donc tu es toujours dans la logique de la poule et de l'œuf. Exactement. Il faut que tu aies l'offre qui vienne avant pour attirer des nouveaux users. Donc, il y avait plein de petites... Et puis, il fallait localiser le site, il fallait recruter aussi un développeur, etc. Donc ça, on était une petite équipe resserrée à s'occuper de ça. Et non, on était dans les locaux de 20 minutes. Personne faisait attention à nous, tu vois, on savait absolument pas ce qu'on faisait, personne ne savait ce qu'on faisait. Et en fait, voilà, genre une petite mission un petit peu insignifiante, et d'un coup, tu te rends compte plusieurs mois après que tu as touché un truc complètement fou, où en fait, je vais te dire, dans Le Bon Coin, il y avait plein de petits trucs, ça paraît complètement stupide, mais il y avait plein de petits points, plein de petites recettes qui étaient dans tout le deck présenté par les Suédois, justement, qui avaient amené ce concept, qui te montrait que c'était en fait très réfléchi. Et pas du tout le site fait par ton cousin au fond d'un garage, c'est un peu la tête qu'a Le Bon Coin. Du genre, qu'est-ce qui permet de voir qu'un deck, et donc par extension une boîte, c'est quelque chose de réfléchi? Écoute, tu avais plein de petits trucs. Par exemple, une annonce pouvait se déposer en 2 minutes. Ouais, ok. Toute annonce était vérifiée. C'est-à-dire qu'il y avait une vérification sur chaque annonce pour qualitativement toute la base soit de super bonne qualité. Parce qu'en face, tu en avais d'autres qui faisaient de la petite annonce gratuite. Mais tu avais des trucs quand tu laisses la liberté aux gens, tu vois ce qu'ils font, quoi, tu vois. Tu avais pour l'époque des photos qui étaient beaucoup plus impactantes, et les photos, tu les payais pas. Tu les faisais, c'était gratos. Alors que tous les autres sites, tu devais rajouter une photo, fallait que tu payes, etc. En fait, c'était vraiment... En fait, tu voulais vendre quelque chose, c'était excessivement simple. Et vient le dernier point, qui était le truc le plus bateau, le plus vieux jeu de la Terre, c'est que tu entres par quoi? Par une carte de France. Et en fait, ça prenait un concept, c'était que même ma grand-mère, elle sait où elle habite, en fait, tu vois. Alors que tous les autres sites de petites annonces, tu devais rentrer par des fils, tu vois, ok, je cherche une voiture, plutôt ceci, plutôt cela, tu devais rentrer plein de trucs. Non, là, tu rentres par ta région, et tu es peut-être en train de chercher une Volvo, mais tout d'un coup, tu vas voir l'annonce pour un poney. Tu te dis, tiens, un poney, c'est marrant quand même. Et donc, tu vas aller voir, et puis tu vas aller d'annonce en annonce en annonce. Et moi, je me souviens très bien que sur le business plan que j'avais revu, je crois que c'était... il prévoyait 8 pages vues par visite, parce que déjà, je trouvais vraiment important. Ouais, et en fait, ça faisait du 40 pages vues par visite dès le démarrage. Donc, il y avait vraiment une rétention... en fait, c'était l'effet bazar organisé. Et en fait, le Bon Coin, c'est ça. C'est une sorte de bazar organisé où les gens rebondissaient d'une annonce à l'autre, etc. Et donc, voilà, il y avait des trucs très, très malins. Maintenant, ça, c'était tous les trucs très, très malins. Mais ce que personne n'avait anticipé, même pas ceux qui ont lancé Blocket en France, c'est tout l'aspect social.
Le Bon Coin, c'est aussi de la reconnexion, c'est aussi entre humains, c'est un business de crise aussi. Voilà, c'est arrivé à un moment où les choses n'étaient pas très très simples. Et d'ailleurs, le Bon Coin, faut voir que ça a décollé en région Nord et en région PACA. C'était pas du tout parisien. D'accord. Où c'était vraiment des zones, c'est d'autres types de zones, plus zones provinciales, ce qui est quand même assez unique comme type de lancement. J'ai pas trop d'autres exemples où finalement c'est une activité qui s'est déclenchée surtout en province et où c'est moins la tradition de faire des petites annonces comme ça en Ile-de-France. Alors, moi, j'aurais un avis là-dessus. Après, je sais pas s'il tient la route, parce que je me rappelle pas vraiment du tout début de Le Bon Coin, mais Le Bon Coin, on y vend aussi beaucoup des choses volumineuses. Et peut-être qu'en province, du coup, les gens ont plus de capacité de stockage, accumulent plus de choses, et donc sont peut-être plus propices à mettre des annonces de seconde main sur des objets qu'ils auraient. Il y a peut-être ce côté de stock qui existe. Complètement. Puis tu avais une logique de la petite annonce qui était beaucoup moins présente en Ile-de-France aussi, parce que si tu es originaire de province comme moi, tu le vois, peut-être tu te souviens, tu avais les courriers non adressés. Oui. C'était les trucs que tu mettais dans les boîtes aux lettres, en fait. Et ça, Paris, tu n'as pas accès aux boîtes aux lettres. Mais en province, tu avais beaucoup plus l'habitude d'avoir ces journaux où il y avait des petites annonces d'un petit peu de ceci, de cela, etc. Donc c'était beaucoup plus aussi dans les mœurs. Tu pouvais aller, tu avais Pas Rue Vendue ou Top Annonce, par exemple, qui avait pignon sur rue dans les villes, où tu pouvais aller déposer ton annonce en fonction du nombre de caractères, etc. et tu payais, quoi. Le Telex aussi, non? Ça, je me souviens pas. C'est vrai? Telex. Ouais, ça me dit quelque chose. Enfin, c'est un équivalent où tu payes le nombre de caractères. Et du coup, oui. Mais donc voilà, en fait, je pense qu'il y avait une habitude qui était beaucoup plus provinciale sur la petite annonce. Mais ce qui fait que je vais te dire, moi je me souviens d'un article du Journal du Net qui était à l'époque le top du top de la presse digitale, où ils avaient annoncé en fait les plus grosses requêtes, où Google en fait ils avaient fait un article sur les plus grosses requêtes, tu sais, l'évolution des plus grosses requêtes sur Google en fait, et où Le Bon Coin apparaissait en tête des nouvelles requêtes. Et genre, il y avait un article du Journal du Net qui était « Mais qui est Le Bon Coin? C'est qui ?» Parce que personne n'avait vu dans le paysage parisien arriver. Et ça s'appelait encore Bloquette, ou du coup, il y avait déjà le nom qui était venu? Non, Le Bon Coin, de toute façon, dès le départ, en France, ça s'est appelé Le Bon Coin dès le départ. D'accord. Voilà. Mais alors, donc, toi, tu as assisté au moment où vous aviez trouvé le nom, du coup, Le Bon Coin? Oui. On avait, ça a failli s'appeler Chez Georgette aussi. Chez Georgette, ouais. Ça, en fait. Entre Bloquette et Le Bon Coin, il y a eu un moment où ça s'appelait Chez Georgette? Non, en fait, on avait pitché plusieurs agences, notamment sur le nom. Qu'est-ce qu'elle pouvait nous trouver un nom, et il y avait une agence qui avait proposé Chez Georgette avec une logique de boulangerie où tu prenais tout le design était tous ces petits stickers que tu arraches pour prendre le numéro de téléphone pour les cours de guitare, les trucs comme ça. Donc non, finalement ça s'est pas appelé Chez Georgette. On avait essayé 5 noms, même au départ ça s'appelait Au Bon Coin, et je crois me souvenir que c'est la femme du consultant principal qui s'occupait du projet, qui au milieu de la nuit s'est dit non mais en fait ton projet tu dois l'appeler Le Bon Coin, tu vois, enfin à quoi ça tient. Et en fait moi je me souviens, j'avais fait un test sur les 5 noms qu'on avait en tête, et très clairement là c'est très clairement c'est Le Bon Coin qui était ressorti en tête très facilement. En fait il y avait pas, tu vois, quelquefois tu as des doutes, mais là il y avait zéro doute. Il n'y avait pas de volonté à garder Bloquette, parce que Bloquette c'est un mot suédois, ça veut dire bloc-notes en suédois. On avait testé, ça faisait partie des mots qui avaient été testés. Donc ça aussi, ça a du sens. Enfin, ça aurait pu coller. Ça aurait pu, mais je pense que c'était pas signifiant, et les gens aimaient bien quand il y avait quelque chose de signifiant dans le nom. En tout cas, ça évoquait quelque chose. Je pense que Le Bon Coin, c'est un petit peu vieillot, tu vois. Tu penses au bar, Le Bon Coin, etc. Le design du site est un petit peu vieillot aussi. Tu avais toujours l'impression, d'ailleurs ça c'était un des points dans les trucs très très malins, tu dois avoir l'impression que le site avait été fait par ton cousin, quoi, tu vois. Voilà. C'était volontaire. C'est réfléchi. C'était volontaire. Incroyable. Le côté un petit peu naze du design de Le Bon Coin, c'était un truc véritablement réfléchi. Alors maintenant ça a beaucoup évolué quand même, mais faut se replacer. À l'époque, c'était volontairement un design vieillot. Voilà. Du coup, là, on vient de donner un argument à toutes les personnes qui ont une DA ou une UX qui tient pas la route. Il suffit de dire que voilà, c'est voulu. Si ça correspond, faut que tu le défendes, que ça corresponde à ce que tu veux vendre, à ta proposition de valeur. Voilà.
Mais c'est osé quand même d'avoir ce type de proposition de valeur, d'avoir ce type de positionnement. Voilà. Incroyable. Et au départ, Blocket, faut bien comprendre que en Suède, les grosses verticales de type IMO, auto, l'annonce elle est payante, tu vois. Mais le truc a été tellement incroyable quand c'est parti en France que ils se sont dit non, on va laisser tout en gratuit parce que. Et après ils ont monétisé. On va monétiser autrement. Le truc est tellement fou qu'on va monétiser autrement. Voilà. Super expérience. Incroyable. Oui, c'était après j'aurais bien aimé continuer dessus. Après, j'avais pas moi ma voix dessus, mais c'est amusant d'avoir participé à ça sans savoir en fait à quoi on avait participé. Genre, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a atteint les étoiles après quoi. Et suite au Le Bon Coin, après un passage chez Logikimo. Ouais, passage chez Logikimo. Là, vraiment, moi, parce que on me proposait de monter une équipe from scratch. C'est la première fois que je montais une équipe d'une quinzaine de personnes, à moitié en acquisition, à moitié en produit. À l'époque, tu pouvais être CPMO. Aujourd'hui, donc à la fois produit, à la fois marketing. Ouais. Ça se fait plus trop. Je trouve que ça peut avoir une certaine justification. Peut-être que ça reviendra à un moment, mais ça peut avoir une certaine justification sur des business qui ne sont pas très, très tech. Donc, expérience très sympa, où j'ai appris beaucoup. Mais pareil, alors où j'ai vraiment scalé une équipe, etc. Mais on va dire que, comme par hasard, ça a commencé à redevenir politique au bout d'un moment. J'allais te demander, ça en était où à peu près Logikimo au moment où tu as rejoint et au moment où tu as quitté? Clairement, Logikimo, c'était une boîte du sud de la France. Il y avait 0 équipe digitale. Donc, l'équipe digitale, c'était un directeur digital, un directeur technique et un directeur marketing, donc, qui était moi, directeur marketing digital. Donc c'était vraiment le kiff de monter un truc de 0. Voilà. Et à la fin, c'était, si tu veux, c'était une boîte qui faisait, 300 personnes, quelque chose comme ça. Et nous, le département digital, au bout de 3 ans, on était une trentaine. Et donc, avec la vraie satisfaction d'avoir un petit peu, d'avoir vraiment apporté une grosse contribution à cette boîte qui se serait fait complètement manger par Se Loger autrement, tu vois. Parce que ton concurrent en face était très puissant, il s'appelle Se Loger, il avait, nous, on venait du papier et donc il fallait complètement digitaliser toute l'activité pour pouvoir résister à Se Loger qui était en train de croquer tout du côté digital et le magazine papier était en train de se faire ringardiser. Se Loger, c'est un digital native? Digital native, ouais. Ok, d'accord. Pure digital native, alors que nous, c'était la boîte plus traditionnelle qui était, ça faisait partie du groupe Spire, qui était le plus gros imprimeur de France. Ok. Voilà, parce qu'ils avaient justement le courrier non adressé, etc. Enfin, c'est vraiment une trajectoire très, 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 très différente par rapport à Se Loger. Voilà. Mais je pense une boîte où, au bout d'un moment, tu vois, moi, je me souviens de moments où il y a quelqu'un qui a manœuvré pour prendre quelqu'un de mon équipe, etc. Enfin, je dis, et on retombe dans les patterns. À quoi ça arrive? Le signal. Ah voilà, c'est le concours de caquettes, quoi. Alors là, moi, je suis plus trop heureux. Je proteste avec mes pieds en général. Donc il y a un moment, en fait, j'ai croisé un gars qui s'appelait Ludovic Huro, de manière très fortuite, parce qu'en fait, j'ai reçu une sorte de mail d'une personne qui n'existait pas. Enfin, c'est un peu complexe, mais en fait, il avait créé un faux mail. D'un gars qui s'appelait Stéphane Rosen, qui disait qu'il avait fait le SCP, donc qui était mon école, et ce Stéphane Rosen disait je connais un gars qui s'appelle Ludovic, j'ai fait le SCP, je connais un gars qui s'appelle Ludovic Huro, il monte un super truc de dating, il cherche quelqu'un, blablabla. Et en fait, j'ai cru que ce Stéphane Rosen n'existait pas, mais en fait, Ludo, 6 mois plus tard, m'a avoué que le premier contact que j'avais eu était avec un fantôme. Donc il n'existait pas. Donc... non, il n'existait pas. Le stéphanerosen@gmail.com, que j'ai réutilisé plus tard à d'autres occasions quand je voulais contacter des gens. C'était très drôle parce que les gens me disaient ah oui, on a eu l'intro par Stéphane Rosen. Donc c'est un moyen en fait de faire une intro. Ouais, tu te fais passer par quelqu'un qui te recommande toi.
Voilà. Et il y a des gens qui me disaient oui, c'est Stéphane Rosenblum, tu vois, les gens étaient créatifs. Je note, on prend plein de leçons là, c'est incroyable. Et donc c'est marrant parce que tu te crées ta propre recommandation en disant que tu viens de tel endroit. Donc ça marchait très bien. Là. Voilà. Si personne te donne la force, tu peux t'en donner toi-même. Il n'y a pas de Exactement. Il y a pas de raison. Mieux servi que par soi-même. Et donc là, j'ai rejoint Ludo sur le projet. Ce projet était tout neuf, ça venait de se lancer, ça avait quelques mois à peine, Attractive World. Et alors là, c'est un service de dating premium. Une aventure incroyable. Une aventure folle parce que, alors une aventure folle, première phase méga dure parce qu'on a failli mourir, parce qu'on faisait du offshore en Tunisie, toute la tech, on faisait une V2 en Tunisie et en fait, Ludo, il n'est pas du tout tech. Moi, j'ai un petit vernis tech, je fais de l'HTML, quoi, tu vois, maximum. Et en fait, il nous baladait de fou, quoi. Et donc, l'avantage, c'est que en un coup d'avion, tu y es. Mais moi, le premier de l'an, mon fils venait de naître, j'étais à Tunis en train d'essayer de recéter un site qui sortait pas. Tu arrives sur place, tu as 9 gars qui bossent, tu te rends compte qu'il y en a 8 sur les 9, ils sont nouveaux de ce matin, en fait, tu vois. Donc, c'était ça l'ambiance. Et donc, j'ai réussi à sortir le site au forceps. Avec eux, avec la même boîte. Oui, il n'y avait pas le choix, quoi. Et Ludo, pendant ce temps-là, il allait faire une levée de fonds. Je ne sais pas comment il a fait. Par contre, c'est des levées où tu te dilues énormément parce que le seul truc que tu as à dire, c'est j'ai rien à dire, j'ai rien à montrer. Par contre, on est mort demain si on n'a pas un petit peu plus de rallonge. Et finalement, on a réussi à sortir le site. Et là, product market fit vraiment très rapide en fait. Tu vois. Voilà. C'était en quelle année ça Très simple, 2009. D'accord. 2009. Donc en 2009, product market fit parfait pour le dating. Et parce que, alors c'est marrant parce que moi, tu vois, quand je suis parti sur Attractive, j'ai jamais dit que je partais sur ce projet-là parce que tout le monde m'aurait pris pour un fou. Tout le monde me disait non, mais attends, il y a Mythique, il y a le plus gros. Pourquoi tes utilisateurs iraient sur un service de dating où il y a moins d'utilisateurs? Plus il y en a, plus tu as de chances de trouver la bonne personne, tu vois. Donc, il y a avantage à la taille. Ouais, c'est vrai. Chronologie, juste, Mythique est antérieur à Attractive World. Ah oui, très antérieur. Quelle année à peu près? Mythique, c'est 2003, je pense, par là, 2002, donc, 2003. 6 ans plus tard, tu montes dans un projet, effectivement, qui va concurrencer Mythique, et vous tombez sur un product market fit parfait. En fait, personne trop parle de ça dans l'entrepreneuriat, mais il y a une part de chance. Ouais. Voilà. Honnêtement, c'est le time to market. Le time to market. Alors après, il y avait un certain flair et faut rendre à Ludo, c'est lui qui est à l'origine de comment faire. Moi, j'avais déjà fait une petite incursion j'avais déjà fait une petite incursion dans un projet de dating, mais qui n'était pas bien parti avant, parce que ça me titillait, parce que je me disais, il y a un truc à faire sur ce marché. C'est pas possible qu'il n'y ait qu'un seul leader, tu vois. Un bon marché, c'est pas un marché où il y a un seul leader. Et en fait, pourquoi le time to market était parfait? C'est parce que on est arrivé pile poil au moment de la fragmentation du marché de la rencontre. En fait, le marché de la rencontre, je fais une petite aparté dessus, il a un truc qui est passionnant. C'est que la rencontre, ça va chercher ce qu'il y a de plus profond en soi. La promesse de la rencontre, elle est complètement folle, c'est de trouver l'amour. Une promesse impossible à tenir, ou quasiment, dans peu de cas. Et que tout le monde cherche. Et que tout le monde cherche. Et franchement, tu as de ça dans les tripes, parce que depuis l'homme des cavernes, homme vouloir trouver femme, femme vouloir trouver homme. Pour Maslow, pyramide de Maslow, voilà. La base. Ouais. Et donc, en fait, ça veut dire, pourquoi je dis ça, c'est que les gens sont prêts à mettre une énergie et en temps passé sur les interfaces et en argent qui est vraiment hors du commun par rapport à d'autres services B2C. Et en plus, du coup, c'est un service qui est rentable, tu vois. Enfin, tu as prouvé la monétisation, en tout cas, sur ce service, donc c'est intéressant. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que le dating est souvent la source de plein d'innovations, tu vois, comme le swipe de Tinder. C'est un peu un moteur d'innovation qui peut ou peut pas, mais peut, dans certains cas, être copié par d'autres secteurs par la suite. Donc, le dating, moi, m'avait déjà attiré, même avant Attractive World, mais là, il y avait un vrai concept qui répondait en plus, à mon avis, véritablement au pain de la rencontre, parce que toutes les personnes qui disaient qu'il y a Mythique et un point c'est tout et il va vous bouffer, vous n'arriverez jamais à apparaître, c'est qu'il y avait une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment le pain utilisateur de la rencontre. Le pain utilisateur de la rencontre, c'est justement toute cette recherche
qui est fatigante, où tu y mets beaucoup de tien personnellement, parce que tu cherches quoi? Tu cherches l'être aimé. Et donc, à chaque fois que tu vas chercher, tu trouves pas les bonnes personnes, tu dis, putain, j'ai jamais trouvé quelqu'un pour moi. Ou tu es un râteau. Donc, c'est très dur. Donc, créer un cocon, comme l'était Attractive World, où il y a moins de personnes, mais des personnes en affinité, tu as plus de chances que la rencontre se passe bien. Tu es plus dans un univers où tu te sens en sécurité. Eh ben, c'était exactement ce qu'il a. On est arrivé en fait avec des arguments qui correspondaient finalement aux attentes des gens ou des consommateurs. D'arriver voilà, avec cet espace qui est finalement beaucoup plus sécurisé et où tu as plus de chances de tomber sur l'âme sœur, de tomber sur la bonne personne. Parce que la promesse de Attractive World, par rapport à ce que faisait Mythique à l'époque, reposait là-dessus, c'est ça? Alors c'était très très dur comme promesse, c'était la sélection à l'entrée. Je refusais 70% des utilisateurs. D'hommes, je suppose? Non, c'est que en fait, tu t'inscrivais, ouais. Et en fait, si ton profil était un homme d'une trentaine d'années, ton profil était proposé aux femmes de la communauté d'une trentaine d'années qui votaient pour toi, oui ou non. Et si tu avais un pourcentage suffisamment de oui, tu rentrais dans la communauté. Ça paraît très dur comme ça, mais aujourd'hui, ce serait très dur, je pense. Oui, mais en fait, il faut comprendre pourquoi en fait c'est intéressant. C'est parce que dans la rencontre déjà, alors on avait une photo obligatoire. Okay. Super, et parce que mine de rien, voilà, t'as pas mal de gens qui viennent pour d'autres choses que de la rencontre sérieuse. Nous, on était vraiment positionnés rencontre sérieuse. Et toutes les réponses, tout le questionnaire auquel tu répondais en rédigeant en fait. Ça veut dire des questions qui étaient plus style de vie, lifestyle, etc. Okay. Et donc, il y avait plein de gens qui voulaient pas jouer le jeu parce que là c'est trop long, etc. Voilà. Et donc toutes les réponses qui étaient un petit peu trop courtes, en fait, voilà, s'il y avait énormément de déchets, autant de déchets, c'est parce qu'il y avait plein de gens aussi qui voulaient pas jouer le jeu. C'est pas qu'une question de il y avait une question bien sûr d'affinité sociale, etc. Je le nie pas du tout, mais il y avait aussi une question de oui, tu es dans une démarche de rencontre sérieuse, et oui, on exige de toi de faire un minimum d'efforts dans ton inscription. Et l'inscription, elle prenait 12 minutes en moyenne. 12 minutes, c'est quand même excessivement long. C'est pour ça que je dis que le dating est fascinant, c'est parce que tu peux avoir ce type d'exigence vis-à-vis des utilisateurs, parce que la carotte, elle est tellement incroyable de trouver l'amour qu'ils sont d'accord pour aller dans des process aussi compliqués. Alors peut-être moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais du coup, ceux qui vont pas dans ce process, c'est une vraie sélection. Et donc ton profil, il est proposé, tu as dit, quel est le personnage que tu révères le plus? Quelqu'un qui a dit Gandhi, Napoléon, c'est tout. Bon, ok. Hein. Ok, t'as peu de chance. Enfin, j'exagère, tu vois, mais je sais plus si c'était exactement ça. Mais alors que toutes les réponses qui étaient un petit peu fouillées, etc., où tu montrais une vraie personnalité, bien sûr, les gens étaient acceptés. Ouais. C'était vraiment essayer de faire ressortir un engagement dans la rencontre sérieuse et que les gens sachent, tu vois, que tu as l'impression de commencer à découvrir le profil qui était en face de toi. C'est intéressant parce que finalement, à l'époque, votre modèle imposait aux gens de plus s'engager ou en tout cas de plus donner de matière pour permettre justement aux autres personnes de se faire un avis. Et j'ai comme l'impression que, on en reparlera après, mais Tinder est venu en fait, alors j'ai pas le terme, mais social médiatiser la rencontre, le dating, parce que du coup avec le swipe, ils ont en fait massacré ça. C'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, avec le scroll illimité, etc. Alors ça doit être, à mon avis, en termes d'addiction et de rétention, etc., ça doit être à mon avis génial. Mais c'est vrai que pour la sincérité du partage d'informations, de l'engagement des personnes, etc., à mon avis, c'est venu un petit peu massacrer tout ça. Il faut comprendre que la notion de dating, avoir un date, c'était un truc super américain à une époque en tout cas. Enfin, c'est là qu'on s'est complètement fait américaniser. Mais si tu reprends les débuts années 2000, Vérité si je mens, ils font des dates. Ils font des dates. Exactement. Mais avoir un date aux US, c'était un truc où tu cochais t'avais un questionnaire et les gens disaient ok, tu fais ça. On est compatible. On peut peut-être sortir ensemble, tu vois. Et quand tu découvrais ça, que tu es un Français, que tu allais aux US, tu découvrais ça, tu te dis mais attends, c'est zéro romantisme. Le speed dating, non, c'est ça oui. En fait.
Internet de cette époque. Mais là-dessus, c'est pour ça que c'est pas étonnant que ce soit les Américains qui aient inventé les sites de dating. Oui. Mais parce que nous, on est dans une approche vachement plus romantique, mais on s'est complètement fait américaniser là-dessus. Et en fait, maintenant, c'est pour ça que. Mais tu vas voir qu'il il y a un retour. Il y a un retour de bâton. C'est pour ça que je dis que le dating est un truc fascinant, parce qu'on est allé à fond dans le côté très automatisé, mécanisé de Tinder. On est sur ce supermarché des célibataires qui fait que les gens ont d'ailleurs tu as un effet hyper contre-productif. Un Tinder est fait pour faciliter la rencontre, mais en fait, tu facilites absolument pas le fait de rencontrer des gens véritablement et de t'investir dans les rencontres plutôt parce que tu as l'impression que tu as toujours mieux à côté. Tu augmentes le volume, mais pas forcément la qualification. Mais surtout, tu as un aspect FOMO où, je suis tombé sur quelqu'un, la personne est pas mal, mais il y en a tellement d'autres qui ont l'air bien sur le site. Attends, mais je vais peut-être pas m'engager à fond tout de suite. Tu vois. Effet supermarché des années 70. Et voilà. Et ça, je pense, et on parle de plus en plus de dating fatigue. Je n'ai pas regardé dernièrement, mais il me semble que les cours de bourse de Bumble et de Match.com ne vont pas très très bien du tout. Il y a une vraie dating fatigue. Les gens en ont assez de cette activité qui est vraiment hyper déshumanisante. Et là, il y a des concepts qui sont en train d'arriver à remettre beaucoup plus d'humain dans le dating. Alors, certains avec de l'IA, d'autres un peu sans IA, d'autres de l'humain assisté par l'IA, etc. Mais il va y avoir des concepts assez amusants qui vont sortir, qui vont, à mon avis, remettre beaucoup plus d'humain au centre pour aller chercher, pour aller chercher aussi plus d'informations véritables sur les célibataires, parce qu'en effet, quand tu n'es que sur du déclaratif, je pense que il y a aussi d'énormes biais où, comme tu le disais, les gens se mettent comme sur du réseau social. Enfin, la fameuse photo avec le tigre, les trucs comme ça. Enfin, voilà, les gens en ont assez et ils veulent sortir de ça. Alors, ce qui est formidable dans un business B2C comme le dating, c'est que c'est très très personnel, tout le monde peut avoir un avis parce que finalement t'es pas en train de vendre des plaques d'égout, tu vois. Bien sûr. Tout le monde, tu as forcément des potes ou des copines célibataires et donc tu vois très très bien ce que c'est, ou toi-même tu peux être célibataire, donc c'est très facile de se mettre à la place de l'utilisateur. Et suite à ça, du coup, donc il adopte un mec qui est arrivé un peu plus tard, et ensuite Tinder, ou Tinder était déjà là, je sais plus. Non, Tinder est arrivé ensuite, donc t'as eu adopte un mec, en effet, et après, après il y a eu la vague Tinder, et là en fait, c'est une vraie changement, une vraie rupture sur le produit en fait. Tinder, c'est parce que et adopte un mec et Attractive World, c'est tout de même des business qui venaient du desktop. Et Tinder, c'est un mobile native. Et donc, c'est la géoloc. Et cette invention absolument incroyable du swipe droit, swipe gauche et du match. Avec que tout le monde connaît maintenant, toute cette stratégie qu'ils ont eue de lancement auprès des fratries et des sororités dans les universités américaines. Ils ont complètement bouleversé le paysage avec un objet. Véritablement, pour moi, c'est... faut être humble, tu vois. Nous, on était un mythique like, sauf que on avait mis une sélection à l'entrée pour prendre qu'une proportion de mythique. Sinon, tout le reste de l'actif, tout le reste du site, c'était mythique. C'est le marketing en fait qui changeait. C'était du proposition marketing. De valeur. Voilà, avec cette originalité de la sélection à l'entrée. Oui. On a des événements, mais après Mythique aussi a fait des événements. Donc nous, on a pris les prix de Mythique, on les a multipliés par 2, vraiment. C'est ça qu'on a fait. Donc c'était vraiment, tout le reste, fonctionnellement, c'était exactement la même chose. Voilà. Tinder est venu fonctionnellement avec un truc radicalement différent. Voilà. Donc faut reconnaître qu'ils ont changé le game de manière vraiment, vraiment étonnante. Et il y en a d'autres qui ont essayé de s'engouffrer. Il y a eu Appen derrière qui a essayé de s'engouffrer avec une logique de géolocalisation aussi, avec une promesse peut-être qu'ils arrivent en second, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que un Tinder, coup de chapeau à eux. Après, avec toutes les dérives, avec toutes les critiques qu'on a sur Tinder, c'est quand même un succès absolument incroyable, comme il y en a peu, comme il y a peu aujourd'hui, quoi. Arriver à trouver un produit comme ça qui bouleverse les choses, qui bouleverse un secteur à ce point-là,
ça en devient étonnant. Est-ce que c'est là qu'est venue l'inspiration ensuite de Shaper ou pas du tout? Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement. Non, mais en fait, nous, tu vois, je veux dire, l'inspiration de Shaper, c'était un instant de recul. En fait, à Attractive World, notre grosse frustration est de n'être jamais arrivé à internationaliser le modèle. Parce qu'à l'époque, les fonds te parlaient rentabilité et pas croissance. Et donc, on n'a jamais eu les moyens, on voulait se lancer sur New York. Voilà. On n'a jamais eu les moyens pour s'internationaliser. Voilà. Donc, ça te coupe un peu les pattes. Véritablement, hein, nous, ça faisait 6-7 ans qu'on bossait dessus. Je pense qu'on avait besoin d'un second souffle et partir à l'international. On était chaud comme une baraque à frites. Là, et paf, tu peux pas. Moi, j'étais pas bien, tu vois, même physiquement parlant. Malgré le fait que le modèle fonctionnait, ouais. Il voulait pas prendre le risque de chercher à le répliquer. Oui, mais parce que quand tu repars dans un nouveau pays sur du dating, comme tu disais bien, il faut reconstituer la base de zéro. Et personne ne te connaît là-bas. Oui, et donc, c'est un all-in à nouveau, quoi. Et puis, quand tu pars sur un pays aussi gros que les États-Unis, c'est un all-in sur tout ce que tu as pu créer patrimonialement, aussi sur ce que tu as fait en France. Oui. Et il fallait pas, je crois qu'on avait chiffré, on avait chiffré à 6-7 millions d'euros, tu vois, ce qu'il nous fallait pour nous lancer. Parce qu'aussi, le pays aussi a une autre. Enfin, on ne serait pas lancé sur toutes les États-Unis, tu vois. Bien sûr. Mais on était les premiers avec ce concept de dating premium. On aurait pu attaquer les US en premier. Finalement, on n'a pas pu. Et finalement, c'est le groupe allemand qui, lui, a attaqué les US avec ce concept-là, qui a racheté Attractive World à la fin. Donc c'est un groupe allemand qui a racheté Attractive World, qui se cotait au Nasdaq juste après. Okay. Voilà, et donc pour eux, ils arrivaient absolument pas à émerger en France parce qu'on avait phagocyté le marché. Mais nous, le problème aussi, c'est qu'on avait atteint notre niche. Notre niche. Non, c'était pas plus qu'une niche, c'était un segment de marché. Mais véritablement, on avait une croissance aussi qui était plus que de 10-15% par an de CA. Donc, tu te retrouves avec une boîte excessivement rentable, mais qui fait plus que 10-15% de croissance. Et en fait, toute capacité d'extension à l'international, tu es un petit peu bloqué. Voilà. On était un petit peu dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on a, après, il se trouve qu'on a réussi à revendre finalement Attractive World, ce qui n'est pas évident. Hein. Des gros problèmes, par contre, du dating, c'est qu'il n'y a qu'une boîte de dating qui rachète une boîte de dating. Donc, les opportunités de sortie sont pas si évidentes que ça. Voilà. Faut qu'il y ait les bons acteurs en face. Il y en a pas beaucoup qui rachètent. Mais donc nous, on a pris pas assez de réflexion, mais un petit peu le peu de réflexion qu'on a pris avant de lancer Shaper, on va dire, c'était de se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné pour nous. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, si Attractive World, ça a été un carton, c'est notamment grâce à tout ce qu'on a pu faire en télé à l'époque, parce que c'était beaucoup la télé qui fonctionnait bien. Et ça, c'est un monsieur d'une 60aine d'années qui m'a tout appris, que j'appelle mon papa en media buying offline. C'est lui qui nous a pris par là, nous a amené chez Canal+, etc. Et ça, voilà, tu te dis, attends, la force du réseau, en fait, sans cette personne-là, notre boîte serait restée une petite PME de rien du tout, en fait. C'était un advisor chez vous, un investisseur? C'était un advisor / investisseur / ami maintenant, voilà. Et en fait, c'est une rencontre, une personne qui te change ta boîte. Incroyable. Voilà. Et tu te dis, ok, mais c'est dingue parce que qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas rencontré, en fait, tu vois. C'est vrai. Sans doute qu'on aurait pu se débrouiller autrement, etc. Mais il nous a tellement facilité. C'était fou, quoi, tu vois. On avait juste à marcher dans ses pas, finalement. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, franchement, il y a quelque chose à faire sur la création du réseau. Nous, on a toujours été, fans de rencontrer de nouvelles personnes. Et on s'était dit, la jeunesse de Shaper, c'était de se dire, tiens, ça serait quand même sympa de créer une interface où facilement tu peux rencontrer des gens inspirants dans ton domaine d'activité ou autre. En fait, essayer d'aller capter cette frange des gens sur LinkedIn qui sont ouverts à rencontrer d'autres personnes. Voilà. Donc le pitch de Shaper, la proposition de Shaper, c'est en fait faire alors on va pas dire du dating, mais de la mise en relation, du matchmaking entre professionnels. Entre professionnels. Pour des intérêts professionnels. Exact. Pour faire ces rencontres fortuites que tu n'aurais pas fait autrement. Voilà. Et la sérendipité, du coup. Exactement, la sérendipité. C'était le terme qu'on utilisait, réutilisait en permanence, que à peu près
En tout cas, à l'époque, on avait à peu près 10 à 15% des gens qui connaissaient ce terme-là. C'est vrai que, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, il a vraiment grandi ce terme. Ouais, Voilà, ouais. je l'entends de plus en plus, alors qu'à l'époque, la sérendipité, c'était voilà, fallait défendre le truc. Et donc là-dessus, bah ouais, super expérience. Tu vois, on a monté on est monté à 2,7 millions de membres. Alors pour le coup, à 60% aux US. Là, on s'est lancé directement à New York. Voilà, c'était la cible numéro 1, c'était vraiment New York. On a pu atteindre des métriques de type 300 000 messages échangés, tu vois, enfin des matchs. Donc ça a vraiment bien pris. Ouais, Hein. ouais, non, c'était et moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit ah, au fait, merci, j'ai trouvé mon associé de cette manière-là. Ah, au fait, j'ai trouvé mon investisseur. Ah, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Qui me disaient ah non, mais c'était super, Shaper, etc. Parce que malheureusement, l'application aujourd'hui n'est plus présente dans les stores. Donc, enfin, comment dire, toutes ces nouvelles connexions que tu crées, au pire, tu sais, ce que je disais toujours, c'est qu'au pire, tu peux juste perdre du temps. Ouais. Sinon, bah, c'est de l'inspiration, c'est peut-être des nouvelles idées, c'est peut-être une nouvelle relation que tu vas reconnecter avec une nouvelle relation, etc. C'est incroyable ce que ça a apporté comme positif. Mais on n'a jamais réussi à capter véritablement la valeur. Le vrai problème de Shaper était la monétisation. Parce que Shaper, juste, donc, pour les gens qui ne l'ont pas essayé à l'époque, ça fonctionnait comme Tinder. Tu crées ton profil, tu mets ta photo, tu renseignes une biographie, je suppose. Des tags avec ton activité, avec tes centres d'intérêt. Et je suppose, avec en fait ce que tu viens faire, enfin en gros ce que tu recherches, avec tes intentions. Les intentions, voilà. Et ensuite, vous aviez derrière un algorithme qui cherchait à associer l'offre et la demande globalement. En fait, chaque matin, tu avais un batch d'une quinzaine de personnes qu'on te suggérait, que l'algo te suggérait en fonction de tous tes critères. Géographiquement ou ça pouvait en fait, il y avait tous les critères que tu as cités, plus le critère géographique. Oui. Plus après, il y avait une notion de machine learning. On apprenait de tes swipes. Enfin, on fonctionnait par cluster. Et en fait, pour que l'algo soit de plus en plus juste et te propose des gens qui sont le plus susceptibles de t'intéresser. D'accord. Voilà. Ouais. Et non, tu avais des gens qui, chaque matin, c'était le premier truc. Moi, je connaissais des utilisateurs. Chaque matin, le premier truc qu'ils faisaient en se levant, c'était tiens, avec qui j'ai matché, avec qui j'ai swipé, etc. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est que tu as ton marché, quoi. Enfin, alors, oui et non, parce qu'on avait ce niveau-là, mais sur... c'était la déception, 5 à 7% de nos utilisateurs. D'accord. Et donc, on avait des ultra fans, mais une proportion d'ultra fans qui était trop faible par rapport à la totalité de la base. Tu avais une grosse partie des gens qui étaient là en mode vraiment transactionnel. Je suis sur cette appli, pourquoi ? Parce que je cherche à recruter tel type de personnes. Et donc, ils allaient swiper jusqu'à ce qu'ils recrutent quelqu'un, puis après, ils s'en vont. Et tes ultra fans, est-ce que c'était des profils très différents ou est-ce que vous aviez identifié quelques personas très spécifiques qui étaient en fait vos ultra fans ? Non, c'était quand même assez varié. Ok. On avait une majorité, de toute façon, d'entrepreneurs, de gens de la tech, etc. Dans Shaper, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, ça pouvait aller sur des profils très variés. Tu vois, je sais que mon associé aux US, il a rencontré le directeur de cabinet de Barack Obama, par exemple. Sur Shaper ? Ouais. Mais ça te faisait faire des rencontres de dingue. Il avait rencontré aussi, je crois, le data analyst de Manchester United, tu vois. Qui faisait enfin, c'est plus qu'un data analyst, c'est les gens qui étudiaient en fait tous les joueurs en fonction de le responsable data. Et en fait, tu as des rencontres, tu pouvais faire des rencontres vraiment assez folles en fait, tu vois, sur des profils. En fait, parce que c'est surtout une question de mindset en fait. Voilà. Est-ce que tu es dans un mindset d'ouverture ? Est-ce que tu as le temps aussi ? Parce qu'il y a des moments où tu as moins le temps de rencontrer une nouvelle personne. Et est-ce que tu es dans un mindset de... Voilà, est-ce que tu es la catégorie de population qui dit tiens, je vais dîner avec des gens, je sais pas qui c'est, ça dit de venir ? Est-ce que tu dis oui, est-ce que tu dis non ? Tu vois, tu as des gens qui vont te dire voilà, je sais pas trop, c'est quoi ton plan ? Et d'autres, tu dis tiens, oui, pourquoi pas, j'y vais. Donc, on s'adressait vraiment à des personnes qui étaient. Voilà, enfin, nos ultra fans, c'est des gens qui étaient vraiment des gens très, 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 très ouverts à la moindre rencontre. Donc,
tu les catégorises pas trop dans. Enfin, c'est ce qui est un vrai souci d'ailleurs en termes de monétisation, parce que ça me donnait une quantité de cas d'utilisation qui étaient tellement diverses que calquer un business model là-dessus. Nous, on avait un business model sur du premium où si tu payais, tu peux avoir des batchs plus importants ou des batchs limités, etc. Mais honnêtement, tu avais tellement de valeur déjà, ne serait-ce qu'avec la version gratuite, que le premium, on a eu du mal à le vendre. Donc tu penses que avoir délivré trop de valeur gratuitement, ça a été un frein au développement de la boîte et au succès, au pluriel futur de Shaper? Et par contre, si on délivrait pas suffisamment de valeur, on aurait eu plus de churn. Donc on était un peu coincé entre le marteau et l'enclume. Et pourquoi ? Parce que juste on avait pris la monétisation de la mauvaise manière. Je veux dire, si tu regardes un LinkedIn qui va taper la même cible que nous, ils font peu de leur chiffre d'affaires sur LinkedIn.com. Leur chiffre d'affaires, ils le font surtout sur Sales Navigator, sur leur outil de recrutement, qui sont d'autres produits à côté. Et c'est ce qu'on a fini par essayer de faire. Nous, on est passé du coup par des moments plus compliqués parce que finalement, tu crames pas mal d'argent aussi à développer tout ça. Donc à un moment, on a même fait un pivot. On est passé la boîte de 30 à 7 personnes, ce qui humainement est excessivement dur. Ça doit être très difficile. Oui, vraiment. Et tu sais pas, t'es un peu paumé toi-même, tu sais pas où. Vraiment, je souhaite à personne. Et ceux qui gèrent le pivot et ceux qui subissent le pivot. Oui, bien sûr. Voilà. Et même des gens qu'on avait, parce qu'en plus on a raté notre série B en fait. On a foiré notre série B, donc vraiment c'était même, il y a des gens qu'on avait recrutés il y a peu de temps et qui étaient, que tu leur annonces juste après, non en fait ça va s'arrêter, tu vois. C'est vraiment, ça a eu une très très mauvaise expérience, donc c'est humainement vraiment, c'est un peu nul. Mais par contre, ce qu'on a fait derrière, c'est que on a attaqué une monétisation B2B où moi avec un autre de mes associés, on a fait une newsletter sur le recrutement qui s'appelait Shaper Talent, parce qu'on savait qu'on avait notre cible était surtout les entrepreneurs, et donc on s'est dit ok, on a une super base de données, on a une marque, on est connu des entrepreneurs, créons un service autour du recrutement de profils sales et growth qui veulent bosser en startup scale-up. Et je vais te dire, après avoir passé plusieurs années à dépenser de l'argent d'investisseurs, tu vois, essayer de trouver le product market fit, d'un coup, on a trouvé un product market fit en 3 mois, d'un truc qu'on a complètement bootstrappé. C'était une libération absolument incroyable. Ça, c'est vraiment du bien, quoi, tu vois. Enfin, là, je fais de l'argent. Donc, on a réussi et on a pivoté. On a fait un premier pivot. Donc, ce premier pivot sur Shaper avec cette verticale sur le recrutement. Et après, c'est une année assez folle parce que on a lancé une nouvelle verticale sur l'advisory. Et là, on faisait du matchmaking, toujours dans le matchmaking, finalement, tout ça, que ce soit même le recrutement, c'est du matchmaking. Et là, c'était du matchmaking d'advisor, c'est-à-dire qu'on faisait du matchmaking entre des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs aguerris pour qu'ils soient leur advisor, en mode advisory contre equity. Et ensuite, on a le troisième niveau de la fusée, c'était un fonds. C'était Shaper Ventures, et on était le premier fonds qui était géré par une start-up pour des investissements seed aux alentours de 600K environ, avec une approche hyper entrepreneur-friendly. Pour le coup, on pouvait leur parler de qu'est-ce qui se passe quand t'es bien, que la boîte elle marche bien, et qu'est-ce qui se passe quand t'es pas bien, que la boîte elle marche pas bien et que t'as besoin de pivoter. On disait franchement, on peut vous accompagner sur plein de use cases. donc on a fait 7 investissements. C'est complètement différent. Moi, je me suis beaucoup investi justement sur la partie ventures, complètement différente d'avoir sa boîte et d'être obnubilé par sa boîte, de ton ratio de churn, ton taux de conversion, etc. Là, tu es beaucoup plus à voir plein de projets différents, parce que c'est le but du ventures, c'est d'avoir un pipe le plus large possible et voir plein d'entrepreneurs différents. Donc tu papillonnes sur plein de sujets, un peu comme si tu étais consultant finalement, mais tu rencontres tellement d'entrepreneurs, tu parles sur tellement de sujets, tu peux parler marketplace, puis après cybersécurité. Enfin, intellectuellement, c'est incroyable. Enfin, si toute personne a l'occasion de passer par du ventures un jour, franchement, c'est faire ça pendant un peu de temps, ça te donne une culture générale sur tout l'univers digital tech qui est vraiment super. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Et là-dessus, sur Shaper, un dernier point, vous aviez commencé du coup aux US. Ouais. Ok.
question très débutante. Il y a des grosses différences en termes de lancement parce que tu as lancé pas mal de boîtes quand même en France. Tu en as lancé une aux US. Ton expérience par rapport à ça, parce que ça doit être une expérience assez unique quand même. Alors, véritablement, moi, j'avais une équipe market en France, une équipe market aux US, à New York, parce que tu es en plus sur un sujet B2C comme de la rencontre entre personnes. Voilà, tu es obligé d'avoir tu peux pas avoir cette sensibilité-là, sauf si j'avais une double culture, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc oui, il a fallu adapter les arguments. Les arguments n'étaient pas les mêmes en France qu'aux US. C'était pas la même façon d'amener Shaper. Typiquement en France, on devait beaucoup plus s'évangéliser sur l'importance du networking. Oui, c'est important de rencontrer des gens. Oui, c'est bien. Oui, c'est une bonne hygiène de vie à avoir. Aux États-Unis, on était la meilleure interface pour networker, c'est la nôtre. Tu vois. Est-ce que c'est peut-être parce que les Américains, ils ont une plus grosse sensibilité à la relation transactionnelle, enfin en gros surtout dans le business, le côté un petit peu franc, direct, on va voir la personne parce qu'on a un besoin et on lui pose la question. Là où en France, le networking, faut courtiser, faut être aux bons endroits, être introduit par les bonnes personnes, mis en relation, etc. Et peut-être la culture. Non, complètement. Complètement. Il y a un truc radicalement différent culturellement où on est un petit peu handicapé, hein, nous. Alors de moins en moins, hein, franchement. Et en fait, juste te dire, en France, justement, quand on a lancé ça, on a senti comme un engouement où en effet les gens se disaient ah oui si quand même j'ai envie de m'y mettre, tu vois. Voilà. Mais véritablement voilà, les arguments étaient quand même assez différents. Où en effet c'est juste les États-Unis, voilà, il y a un côté no bullshit, il y a un côté attends, vas-y, qu'est-ce que tu proposes, alors qui peut être vraiment dur, hein. Aux États-Unis, les gens ils peuvent te dire genre ah vas-y, c'est quoi que tu fais, si ça les intéresse pas du tout, ils font ah ouais d'accord, puis ils te tournent le dos immédiatement, tu vois. Donc mais t'as une prise de contact et voilà, c'est finalement du speed dating, mais en tout cas ils vont générer beaucoup plus de contacts que nous, où on va être un petit peu plus un peu plus engoncé socialement, quoi. Voilà. Donc pas la même approche, pas les mêmes argumentaires. Après, au niveau des stratégies médias, c'était finalement c'était plutôt assez similaire, mais juste à des échelles différentes, tu vois. Voilà, il y a un média aux États-Unis, je sais qu'avec lesquels on a bossé, ça marchait super bien. C'était de l'ordre de pèse $100,000 de budget dans le mois que je lui donnais, tu vois, ce qui n'était juste même pas à la hauteur de mon budget en France, tu vois. Donc c'est juste que quelquefois quand tu tombes sur un truc qui marche bien dans ce pays, ça prend des proportions assez folles. Et là cette fois-ci, vous n'avez pas eu du mal à trouver les fonds nécessaires pour pouvoir internationaliser, à lever à l'étranger? C'est la période qui a changé, c'est plus... On était repeat entrepreneur. Ouais. Donc ça, tu as toujours une cote supplémentaire quand tu es repeat entrepreneur. Ce que je dis à tout entrepreneur d'ailleurs quand ils veulent tout entrepreneur qui veut lancer son business et qui négocie à fond sa valo, etc. Je lui dis écoute, sécurise ton business, arrive, parce qu'après si tu réussis, tu seras repeat entrepreneur, tu feras ce que tu veux, mais quand tu es une nouvelle entrepreneur, sois pas trop greedy, voilà, avance pas à pas. Mais bref, parenthèse fermée. Donc non, on était repeat entrepreneur. Ça a été compliqué de relever les fonds à chaque fois. Si, ça a été compliqué, mais c'était une autre époque. Sur l'aspect internationalisation. Après, effectivement, t'as expliqué série B, etc. Ouais, d'accord. Non, mais dès le départ, de toute façon, on avait annoncé qu'on partait, que c'était un projet qui était avant tout américain. Ouais. D'ailleurs, au début, je ne pensais même pas investir en France. Voilà, je pensais même pas que j'allais mettre 1 euro de marketing sur la France. Mais on l'a testé quand même, et puis finalement j'ai eu des vraiment bonnes surprises sur l'accueil. Alors une fois de plus en adaptant les messages, mais oui, c'était voilà. Les États-Unis de toute façon sujet, c'était sûr que la valeur de la boîte c'était est-ce que tu y arrives aux États-Unis quoi qu'il arrive. Voilà. Tu penses que c'est plus simple d'entreprendre aujourd'hui qu'à l'époque où tu t'es lancé? Ah oui, clairement, c'est beaucoup plus simple. D'abord, parce qu'il y a la culture.
Comme je l'ai dit au début, moi, entrepreneur, les gens comprenaient pas ce que je faisais, quoi, tu vois. Et puis, bah voilà, il y a tous les... Enfin, il y a les outils no-code, il y a énormément de possibilités pour développer des premiers MVP de manière assez simple. Il y a l'IA qui, mine de rien, te met à un level où tout le monde a un accès à quand même un niveau de tech qui est vraiment fort, alors qui pose des questions d'ailleurs après sur les barrières à l'entrée, parce que si tout le monde commence avec quelque chose, un niveau de tech qui est assez fort, où c'est tout le monde a ChatGPT dans les mains, parce que tu rajoutes c'est que des petites couches par-dessus. Donc bon, du coup, comment tu crées vraiment ta différenciation, c'est d'autres questions, mais oui, c'est beaucoup plus simple de se lancer aujourd'hui. Et de toute façon, après, on le voit, le nombre de jeunes entrepreneurs, c'est gigantesque, c'est génial. Voilà. Et d'ailleurs, moi je le dis, franchement, si n'importe qui a envie de se lancer, qu'il essaie de se lancer vraiment pas trop tard. Après, tu as des enfants, tu as une famille, etc. Tu as d'autres types de contraintes. Voilà. Donc, quand tu as une idée, lance-toi. Ce que tu vas apprendre en lançant une boîte, c'est ce que tu apprendrais dans une autre boîte, mais accéléré x10, quoi. Voilà. Parce que tu vas être confronté à je sais pas combien de problématiques, parce que tu as je sais pas combien de problématiques, tu vas devoir rencontrer des gens, tu vas devoir te créer un réseau sur ceci, cela. Enfin, voilà. Il n'y a pas de manuel en plus. Il y a quand même de plus en plus de manuels. Il y a mais tu as raison. Faut se débrouiller, faut trouver son chemin. Mais il y a quand même... Enfin, moi, je me resitue par rapport au début de l'entrepreneuriat, où là, il y avait 0 manuel, tu vois. Il y avait, c'est vrai. Il n'y avait même pas les coups d'État, etc. Il faut se reporter à une époque où il y avait... Enfin, tu n'avais aucune littérature sur online sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne stratégie go-to-market, qu'est-ce que c'est qu'une bonne stratégie growth, comment tu scales. Même la notion du growth n'existait pas. Parce qu'en fait, elle est très intrinsèquement liée à, je trouve, en tout cas, à l'émergence d'Internet et de toutes les nouvelles technologies. Parce qu'avant, les leçons qu'on pouvait avoir justement sur l'entreprise, c'était plutôt historiquement lié soit à ce que faisaient les grands groupes, soit les PME, mais des PME qui n'ont jamais été scalables. Enfin, qui n'avaient pas de vocation non plus à aller chercher une capacité de passer à l'échelle aussi rapidement. Donc en fait, tu es arrivé tout au début d'une période où on a commencé à se rendre compte que en fait, des boîtes pouvaient exploser en quelques années. Et du coup, pour que ça se produise, quelles sont les conditions à réunir, les outils, les équipes et les compétences à mettre en œuvre pour que ça se passe. Donc tu es finalement... Oui, tu as vu ça dès le début. Et aujourd'hui... En fait, c'est assez drôle parce que aujourd'hui, je trouve qu'en termes de ressources, il y a énormément de choses. Mais comme il y a beaucoup plus de gens qui veulent se lancer, c'est un peu le paradoxe de Jevons, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est le fait d'avoir beaucoup plus de ressources amène beaucoup plus de gens à s'intéresser à un sujet, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui essaient de se lancer, donc la compétition est plus rude, donc il n'y a pas plus de chances de réussir parce que... Moi, quand j'incite les gens à se lancer, c'est pas forcément pour réussir, peut-être que ça va rater, mais parce que tu vas apprendre plein de choses et que ça se... Alors, je pense que ça se monétise quand même, c'est-à-dire que ça se revend pas mal comme expérience aujourd'hui. Alors, 100% d'accord. Ah oui, voilà, clairement. Oui, mais j'ai essayé de me bouger, j'ai essayé d'aller là. Personne aujourd'hui, en tout cas, même si c'est quelque chose, une aventure qui aboutit pas, tu pourras rebondir et revendre ton expérience derrière. Non, par contre, ce qui est un tout petit peu moins simple aujourd'hui, c'est que mine de rien, on est dans un moment de financement pour les jeunes boîtes qui est quand même plus compliqué. Depuis quelques mois, un an et demi là. Donc voilà, c'est plus simple de se lancer, c'est moins simple de passer à l'échelle. En fait, à mon avis, ça va dépendre du projet, parce qu'il y a un peu toute la culture solopreneur, infopreneurial, etc., où il n'y a pas forcément besoin de grosses ressources pour se lancer.
Mais effectivement, c'est vrai que si on parle d'une boîte tech où il faut tout de suite des capitaux derrière voilà. pour... Ça dépend si tu as un produit ou tu fais du service. Ouais, En faisant tout à du fait. service, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui commencent par faire du service pour avoir l'envie de faire un produit après derrière, mais commencent par voilà, générer du chiffre avec du service. Mais pour ceux qui veulent vraiment monter un produit, bon, aujourd'hui, bah voilà, les fonds, pour beaucoup, sont partis du financement type seed, pré-seed. Il reste que les BA, lesquels BA bah, ont eu pas mal de casseroles suite aux investissements en 2021 qui étaient un petit peu fous sur des valeurs un peu folles. Un peu, ouais. Il y a peut-être moins aussi d'exit en ce moment, donc moins de gens qui ont de l'argent. Puis bah, les BA aussi, bah, peut-être qu'ils vont remettre aussi dans les boîtes dans lesquelles ils ont investi parce qu'il faut les aider aussi. Donc il y a un petit peu plus de frilosité. Donc bon, voilà. Moi, ce que je vois, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont à des stades assez jeunes, c'est pas simple. Le financement n'est pas un moment simple du tout. Voilà. Le financement de la première étape. Et donc, il faut arriver avec un projet quand même assez sharp. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les entrepreneurs qui ont déjà su prouver avec peu de moyens quelque chose. Voilà. Et donc, c'est très rassurant. Enfin voilà, faut essayer de jouer sur le maximum de réassurance sur ces projets quand on a un projet, sur sa réassurance personnelle à réussir à mener les projets, là, en montrant sa capacité à se débrouiller avec peu de moyens, avoir une bonne compréhension de son marché. Il faut déjà avoir pas mal avancé en fait sur son sujet, je trouve. Pour réussir à lever des fonds, tu lèves difficilement des fonds from scratch aujourd'hui, quoi. En tout cas, il y a plein d'entrepreneurs qui galèrent à le faire.